Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de toujours rester fidèles à African TV, une chaîne que nous avons lancée il n'y a pas encore très longtemps et qui est en partenariat direct, pour ne pas dire une suite logique de Gandhi Malien. Gandhi Malien que vous connaissez déjà, qui est une chaîne qui vous a toujours entretenu, qui vous a toujours donné la possibilité d'être informé sur l'actualité nationale et internationale. Ici, African TV est donc cette logique, mais qui entend intégrer la symbiose, la philosophie de la vision panafricaniste. Et cette vision panafricaniste nécessite que des grandes réflexions se mènent, des sujets soient débattus, mais évidemment avec des sachants, avec des experts, avec des expérimentés, avec des gens qui en ont d'expérience, d'expertise. Et c'est dans ce cadre précis qu'aujourd'hui, nous recevons pour vous, avec votre permission, des cerveaux, des hommes avertis de l'actualité malienne. Avec eux, nous allons d'abord, premier temps, nous intéresser à la semaine, cette semaine d'ailleurs qui est dédiée à la réconciliation nationale. Également, l'actualité a été dominée, est toujours dominée par la crise sécuritaire, c'est-à-dire l'insécurité, les attaques terroristes, les djihadistes et autres. Nous allons ensemble apprécier. Et également la communication. On est dans un contexte où aujourd'hui la communication et l'information très sensibles devraient être gérées avec conscience professionnelle. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans ce contexte où tout le monde dit ce qu'il pense? Avec nos experts, avec nos panélistes, on va ensemble décrypter ces sujets-là. Alors, pour en parler, ici à ma droite, on a monsieur Mamata, sinon je l'appelle toujours Majesté, Mamata Touré. Merci donc d'avoir encore une fois de plus accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous, Monsieur Monoko, et merci à tout le personnel de African TV, et merci à mes deux co-débatteurs qui me font face, et merci à tous ceux qui prennent de leur temps aussi pour essayer de nous écouter et de nous regarder en partageant les idées et en nous critiquant et en proposant d'autres solutions que nous ne parvenons pas à donner. Merci pour cette note introductive. Alors, à ma gauche, vous avez le confrère, le journaliste, l'homme des médias. Il a été interprète ici au Mali, tout le monde le connaît. Il a eu le bonheur ou la malchance, n'est-ce pas, de coacher plusieurs, mais il y avait quand même une illustre personnalité qu'il a coaché, Mamadou Awa Gassama, Eric Koïta, est donc ici avec nous aujourd'hui en tant que panéliste, en tant qu'expert. Avec lui, nous allons ensemble décrypter. Eric, merci d'être là. Merci encore une fois, M. Monoko. Merci à African TV. Encore une fois, je remercie tous les téléspectateurs et à bientôt. Merci Eric. On a ici avec nous, c'est un honneur de le recevoir, ce jeune dynamique, tout le monde le connaît, il est bouillant, il est très averti, et il a quand même une connaissance très approfondie sur la notion, sur de la connaissance de la scène politique malienne. Ici, il s'agit du jeune, on l'appelle communément Martin Diawara. Martin, merci d'être venu. Merci Monogo. Et je salue tous les téléspectateurs. Et je suis très ravi. Je pense que l'émission que vous avez initiée, c'est déjà une bonne chose. Actuellement, tout le monde le sait, au Mali, on a besoin de ça, on a besoin de l'information. Qui parle d'information parle d'État. Et un État qui n'est pas informé, un peuple qui n'est pas informé, est toujours dans le désordre. Donc, je pense que ce que nous allons dire aujourd'hui, ça va permettre à beaucoup de Maliens de comprendre réellement quels sont les enjeux du Mali. Vraiment, je vous dis merci. Merci donc à vous d'être là. Et une fois de plus, vous qui nous suivez, grand merci, grand respect pour vous. Et nous espérons que vous allez régulièrement être avec nous, vous allez nous suivre constamment dans cette logique. Pour ce qui est donc du sujet du jour, nous allons commencer par cette semaine qui est dédiée à la réconciliation nationale. La semaine dédiée à la réconciliation nationale. Vous savez,
quand une nation traverse des moments difficiles, quand une nation fait face à des crises multidimensionnelles, quand une nation traverse des moments très extrêmes, il est toujours indiqué, il est toujours bienséant de se retrouver, de penser diversement d'ailleurs, mais d'arriver à une conclusion. Alors, Monsieur Touré, oui. La semaine est dédiée à la réconciliation nationale. Déjà, cela, ça vous dit quelque chose? Quelle est votre première impression par rapport à l'idée de faire retrouver tous les Maliens pour penser et se réconcilier? Ok, merci Monsieur Monoko. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes à la 4e édition de la semaine de la réconciliation. Qui dit réconciliation dit beaucoup de choses, parce que la réconciliation, c'est la finition d'un travail d'ensemble qui, si on ne peut pas se réconcilier comme ça à la minute. Nous voyons que le Mali traverse aujourd'hui un des moments les plus sombres de son histoire, parce qu'à travers les rebelles d'abord, on est tombé dans le djihadisme. Présentement, nous nous retrouvons dans un cas qu'on appelle le terrorisme et qui est en train de vraiment mélanger tous les Maliens. Et personne ne sait à qui faire confiance, ou aller avec qui, ou marcher avec qui. Et aujourd'hui, nous voyons que dans ce pays, il y a eu trop de sang versé, il y a eu trop de vies ôtées, il y a eu trop de biens emportés. Et il y a eu trop de villages saccagés, il y a eu trop de déplacés. Des Maliens qui n'ont rien fait pour mériter ce sort, qui sont des réfugiés dans leur propre pays. Et aujourd'hui, chacun de nous est interpellé à y faire face. À y faire face comment? Parce que pour venir à la réconciliation, d'abord, il faut créer un cadre de dialogue, sans exclusion aucune. Aller vers tous les Maliens, épris de paix et de justice. Comme l'a dit le père Houphouët-Boigny ou le grand-père Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement qui doit être en chacun de nous. Et la réconciliation aussi doit être de même. Et qui dit réconciliation parle d'abord de dialogue. Parce que c'est en dialoguant, en essayant de discuter avec les autres, qu'on sent ce que les autres ont au fond d'eux-mêmes. Si on dit dialogue, c'est dans le dialogue que la vérité sort. Et de la vérité, nous allons vers la justice. Nous rendons justice. Et de la bonne distribution de la justice, nous venons au pardon. Du pardon, nous allons obtenir la paix. Et de la paix, nous allons nous réconcilier. Et c'est dans cette réconciliation que nous allons avoir le bon vivre ensemble. Nous allons avoir une bonne cohésion sociale. Et c'est de ça que le Mali et les Maliens ont besoin. Les autorités qui ont eu cette initiative, l'initiative est vraiment salutaire et les autorités doivent être encouragées et puis accompagnées dans cet acte, tout en les interpellant de ne pas faire d'exclusion, d'appeler tous les Maliens à venir autour de la table. Ce n'est pas les écrits, ce n'est pas les spectacles, ce n'est pas les cérémonies ou les conférences, débats. Après, on met tout dans le tiroir. Donc c'est le fait d'aller vers le frère égaré qui a pris les armes contre son État. C'est d'aller vers le frère égaré qui a pris des armes contre son frère malien. C'est d'aller vers ces communautés qui ne parviennent pas à parler le même langage. C'est d'aller vers ces politiques qui sont en exil. C'est d'aller vers ceux qui sont privés de leurs droits constitutionnels d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai parlé de ne pas exclure quiconque, parce que chacun compte pour la construction de l'édifice public, le Mali. Donc, je crois que le moment est bien choisi et le thème aussi est très bien choisi. La semaine l'est aussi. Et maintenant, c'est à la marque des autorités et du peuple aussi de savoir parler, dialoguer ensemble pour obtenir un résultat et de sortir. C'est pourquoi chez nous, dans le jargon, on dit si on rentre dans une maison, même s'il y a une mésentente entre nous, battons-nous, insultons-nous, déchirons nos chemises,
Mais au final, sortons avec quoi? Avec l'entente. Donc, qui dit discussion, qui dit dialogue, qui veut avoir la paix, qui veut la bonne distribution de la justice, parle d'un combat. Parce que comme on le dit, dans la bouche, même la langue et les dents se battent, après ils continuent leur chemin. Donc la vie est ainsi faite, M. Monoko. Oui, la vie est ainsi faite. Il faut que donc tout le monde se retrouve sans exclusion, c'est ce que vous dites, et qui est une très bonne chose. Nous allons donc poser cette même question à notre frère et ami, et le bouillant Seydou Diawara, qui est connu sur le nom de Martin Diawara, qui est homme du terrain politique, j'attends, qui est très averti sur ce terrain-là, et il n'a jamais manqué de débat. Alors, merci une fois de plus d'être là, mais la question vous revient, et la réconciliation, la semaine est dédiée à la réconciliation. Alors, la réconciliation pour vous, vos impressions, qu'est-ce que cela vous dit? Si les gens se retrouvent encore aujourd'hui pour parler de la réconciliation, qu'est-ce que vous espérez par rapport à ça? Merci pour la question. Je pense que aujourd'hui, dans la situation actuelle du Mali, qui parle de la réconciliation, d'abord doit parler de la création d'emplois. Parce qu'en général, qui sont en guerre ou qui sont en porte-à-faux. C'est entre nous les citoyens maliens. Aujourd'hui, quand tu regardes la situation, je peux dire sécuritaire, parce que la réconciliation actuellement au Mali est axée sur ça. Parce que nous sommes dans un conflit où nous-mêmes, on ne sait même pas d'où vient ce conflit. Je crois qu'ils ont travaillé un peu la mentalité de nos concitoyens par rapport à certains enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement doit tout faire pour travailler sur l'idéologie des Maliens, en les travaillant, en créant des emplois au niveau des régions, et puis orienter le peuple vers le patriotisme dans le travail et la réconciliation. Pourquoi nos arrière-grands-parents ont travaillé sur Kouroukanfouka par rapport au Sinanguya, au Djatiya? Ça fait partie de la réconciliation, parce que la paix qui était là depuis le temps, qu'on peut dire depuis le temps des Soundiata, de Kouroukanfouka, c'est parce que les parents ont vu que s'il y a certaines choses entre nous dans la communauté, qui est le Djelia, qui est le Djatiya, qui est le Sinanguya, ça joue un grand rôle dans la réconciliation entre nous. Parce qu'avant, les gens, ils se faisaient des guerres entre eux, les guerres entre village et village. Donc, il y a eu toutes ces choses-là qui ont été mises en place pour que s'il y a problème entre un Noumou et un Peul, quelqu'un peut venir parler entre eux. S'il y a un problème entre un Dogon et un Korboro, un Songoï, ils peuvent discuter entre eux pour trouver des solutions. Maintenant, je pense que dans notre situation actuelle, maintenant, la réconciliation que nous voulons réellement, cette réconciliation ne peut jamais arriver tant qu'on ne fait pas l'historique des problèmes actuels. Parce que souvent, on parle de l'esclavage, souvent, on parle des problèmes communautaires, que les vaches rentrent dans les champs des gens. La plupart, c'est les villages qui se trouvent dans ces problèmes-là. Sinon, dans les grandes villes, il n'y a pas assez de problèmes. Maintenant, dans les villages, il y a un problème de terre souvent qui arrive où les villages s'entretuent entre eux. Donc maintenant, il faut d'abord diagnostiquer le problème. Qu'est-ce qui nous a amené dans tout ça? Donc dès qu'on a le problème en face, donc on cherche maintenant des solutions idoines pour vraiment pallier à tout ce que nous subissons aujourd'hui. Même l'agression que le Mali subit aujourd'hui fait partie de ces problèmes-là. Parce que quand ils viennent dire aux communautés, donc vous êtes plus fort que l'autre, donc ça pousse d'autres à attaquer d'autres villages. Même tout récemment, à un moment, il y avait des ONG qui étaient vers les zones de Troumoumbé, les zones de Caille, qui parlaient de l'esclavage. Donc tout ça là, ça crée des frustrations entre les communautés. Donc maintenant, il faut parler, il faut voir réellement quels sont les problèmes, qu'est-ce que l'État peut proposer à ces gens-là de laisser ou bien de sursoir. Donc moi je pense que la réconciliation, moi je le résume à 2 points. Le premier point,
comment travailler à changer la mentalité des citoyens dans le bon sens, le patriotisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, expliquer réellement la géopolitique à nos citoyens. C'est vrai, même s'ils sont dans les villages. Maintenant, pourquoi les jeunes ont pris des armes aujourd'hui pour soutenir certaines personnes à agresser leur propre pays? Quels sont les avantages? Vous n'avez rien. Et vous n'aurez rien dans ce combat. Donc, il faut revenir dans la famille Mali. Et maintenant, pour faire en sorte que nous développons nos localités. À travers quoi? À travers les secteurs agricoles. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de développement parle au Mali, en notre cas, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc, il faut appuyer les villages qui sont reculés, ou bien les régions, pour que vraiment la paix puisse revenir. Parce que sans l'argent, sans les moyens, ce n'est pas facile souvent de manager le peuple. Donc, par tentation d'argent, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui contre leur république, et se rebellent contre la patrie. Donc maintenant, je pense que l'État doit tout faire pour travailler dans ce sens. Merci bien. Vous avez anticipé même, vous avez très bien fait, déjà anticipé même avec les tentatives de solutions qui pourraient être envisagées. Je crois que ceux qui nous suivent, et puis là où ça devrait être, je crois que les gens prendront bonne note. Alors, Eric, la même question pour vous. Vous avez été au cœur des grandes réflexions. Vous avez travaillé, siégé au niveau des hémicycles, des différents assemblées qui se sont succédées ici au Mali. Et vous êtes donc l'homme qui est plus ou moins averti par rapport à des situations de cette nature. Alors, le Mali aujourd'hui a décrété cette semaine-là et l'a dédié à la réconciliation. Qu'est-ce que cela vous dit et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réconciliation? Encore une fois, merci M. Monoko. Merci aux autres co-débatteurs. Si on prend M. Monoko la réconciliation comme étant l'action de réconcilier des adversaires, de trouver des accords pour dissiper la mésentente, voire une entente, on peut se dire que le pays a posé des jalons depuis belle lurette par rapport à ça. Il y a plusieurs accords par rapport aux problèmes spécifiques du Nord. Certes, avant de rentrer dans le fond du débat, encore une fois, je rends un vibrant hommage toujours à tous ceux qui sont tombés pour la défense des intérêts matériels, moraux pour ce pays, le Mali. Que le Tout-Puissant, encore une fois, dans son infinie magnanimité et dans son incommensurable longanimité, puisse les accueillir dans son paradis céleste. Amen. Et la réconciliation, si on prend comme telle, alors, comment réconcilier les Maliens entre eux? Quel mécanisme faudrait-il adopter pour qu'il y ait une véritable réconciliation? Lorsque les Maliens sont divisés pratiquement en deux catégories, les patriotes, les apatrides ou les traîtres, cela va être très très difficile. Je pense qu'il faudrait que tous les Maliens viennent sur la même table de négociation. Comme l'a dit M. Mohamed Mamata Touré, tous les cerveaux qui sont pratiquement en fuite, tous ceux qui sont exilés de force, ou même tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés étant considérés comme des leaders d'opinion ou des leaders politiques, peuvent contribuer à la construction de l'édifice national, peuvent contribuer pour la réconciliation véritable. Alors, la liberté d'expression, d'association, les partis politiques étant opprimés, peut-on parler de réconciliation en écartant certains étant empêchés même de participer? Nous avons vu qu'il y a plusieurs tentatives pour les différents gouvernements d'unir, de créer un cadre d'entente, de concertation. On voit qu'il y a eu des dialogues,
des assises, même des chartes, et tout ça pour la paix. Mais qu'est-ce qui empêche les Maliens de se réconcilier? C'est une grande question, une interrogation. Lorsque nous savons aujourd'hui que les facteurs qui rentrent dans ce phénomène sont des facteurs au-delà même du Mali. Comment vous pouvez comprendre qu'un Peul et un Dogon ne puissent pas se parler? Ils ont été unis pendant de belles lurettes. Le Dogon qui ne parle pas le Peul est très rare. Avec seulement le cousinage à plaisanterie, ça a permis aux Maliens, en tout cas ça a sauvé une bonne partie du Mali. Ça c'est des interdits, ça c'est sacré. Mais aujourd'hui, quels sont les véritables enjeux pour ne pas pouvoir se réconcilier? Je ne vois pas. Les Maliens sont ceux qui, dans le temps, partaient réconcilier les autres chez eux. Nous avons vu le président de fin, Amadou Toumani Touré, qui a été un éminent émissaire dans la crise centrafricaine. Nous avons vu Maître Aloun Blondombe dans la crise en Angola. Nous avons vu Alpha Oumar Konaré, dont j'aimerais citer juste une petite partie, si vous me le permettez. Il a dit qu'il faut s'arrêter un moment et se regarder en face lors du forum de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. La catastrophe arrive vite quand on n'a pas le courage de se parler. Quand on n'a pas le courage de se parler, d'échanger, de regarder l'autre en face, de faire confiance à l'autre, si différent et si proche, aux voisins si sacrés, aux amis si chers, aux partenaires si nécessaires. Quand tout se résume au pouvoir, à la quête du pouvoir, aux problèmes politiques, il faut de vraies solutions politiques. Pas de faux fiants. Elles peuvent être difficiles à trouver, mais nous devons les trouver ensemble, à coup de concessions, de compromis, conformes à l'état de droit, au compromis démocratique. Les problèmes politiques mal résolus finissent par prendre une dimension régionaliste, puis ethnique, puis religieuse, qui conduisent à l'anarchie. Il nous faut aujourd'hui un véritable front politique apaisé. Et c'est pour moi la condition sine qua non pour une véritable réconciliation. Et nous sommes prêts. Nous voyons les efforts que ces dirigeants sont en train de poser en longueur de journée, et voire même la semaine, en elle-même est une illustration parfaite. Que les Maliens puissent se pardonner, s'accepter, chacun dans sa différence, chacun dans ses propositions. Et je vous promets, ce n'est pas le chapelet du musulman ou le chapelet du chrétien ou encore moins les agissements du charlatan qui pourront trouver la solution à cette crise, mais que nous tous, nous nous acceptions, chacun dans ses différences. Merci, M. Monoko. Oui, vous avez donc touché du doigt le cœur même de ce qui pourrait être la solution. Mamata Touré, je vais revenir vers vous parce qu'il vient de dire une chose, et en faisant référence au discours tenu par l'ex-président Alpha Oumar Konaré en République de Côte d'Ivoire, je crois que ça devait être à Bouaké pour la question de la réconciliation de cette nation ivoirienne qui était en belligérance, bien entendu. Alors, est-ce qu'il peut avoir une réconciliation sans se regarder en face, sans se dire la vérité, sans s'accepter dans la contradiction? Est-ce que c'est possible? Monsieur Monoko, merci. C'est pas possible. Il faut que on parvienne à avoir le courage de se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité en face. Sans ce courage, nous allons directement à l'abîme. Et aujourd'hui, comme l'a dit, tous les Maliens de tous bords,
doivent prendre juste le temps d'avoir ce discours du président Alpha Oumar Konaré au forum de la réconciliation en Côte d'Ivoire pour l'écouter, il ne serait-ce qu'une seule fois. Et on voit après tant d'années que le problème évoqué en Côte d'Ivoire, les solutions proposées par l'ex-président du Mali sont les mêmes solutions qui peuvent apporter la paix, la réconciliation et le vivre ensemble chez nous ici. Si nous, nos autorités, ont ce pouvoir, ont cette maîtrise, ont ce courage d'aller vers d'autres, les réconcilier, mais qu'est-ce qui fait que cette expérience qu'eux, ils amènent ailleurs ne peut pas être effective chez nous? C'est là que je me demande et c'est là que je me pose la question. Et souvent, je me pose la question de savoir, est-ce que nous, Maliens, nous nous aimons réellement, à plus forte raison, la nation Mali? Chacun dit, j'aime le Mali, j'ai le Mali dans le cœur. Mais je dis non, le Mali c'est sur les lèvres. Si le Mali était dans le cœur ou sur lesquels, on allait baisser la garde, on allait mettre les différends de côté. Parce qu'on l'a toujours dit, le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, c'est un linge sale national que nous avons entre nos mains. Et chacun doit aider l'autre à amener tous ces linges pour le laver dans la même grande bassine. Pour qu'au finish, on va nous retrouver comme d'antan. Et vous savez, le Mali a quelque chose de vraiment sacré, qui est le lien de cousinage à plaisanterie qui est chez nous. Comment un Sonrai peut parler à un Dogon, il faut arrêter ça, et le Dogon ne laisse pas. Comment un Dogon peut parler à un Bozo, il faut arrêter ça, le Bozo ne le fait pas. Comment un Peul peut parler à un Bobo, il faut arrêter de faire ceci, et que le Bobo n'écoute pas ça. De grâce, chaque fois nous parlons de dignité, nous parlons d'être des descendants des grands rois. Ces grands rois, ils ont laissé une tâche. Est-ce que nous avons pu prendre cette tâche là où ils ont déposé ça? Ils ont fait des guerres que nous n'allons même pas faire à ce niveau. Ils se sont parlé, ils ont eu le courage d'aller l'un vers l'autre pour que nous puissions être aujourd'hui. Je demande à tout un chacun, mettons nos différends de côté, sortons du complexe, soyons nous-mêmes. Et notre dignité, elle coûte plus que tout. Ne vendons pas notre âme, préservons-la. Essayons de nous parler, essayons de nous regarder en face, essayons de nous dire la vérité en face. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le Mali qui souffre, c'est les Maliens qui souffrent. On dit chaque fois les autorités. La paix, là, ça ne vient pas du sommet, ça commence en bas d'abord. Si les autorités voient que nous, citoyens, nous sommes en parfaite harmonie, on s'entend, les divergences politiques, les petites querelles d'intérêts personnels ou autres, les intérêts égoïstes du moi ou du chaos, si on sort dans ça et qu'on mette la nation Mali devant, comme l'a dit, on dit, la devise malienne, c'est quoi? On dit un peuple, un but, une foi. Est-ce que nous sommes ce même peuple? Je pense que non. Est-ce que nous avons le même but? Je pense que non. Est-ce que nous avons la même foi? Je pense que non. Donc maintenant, ce qui fait la force du peuple burkinabé, je prends le peuple burkinabé en exemple, parce que eux ils disent, comment même le slogan c'est même comment la patrie ou la mort nous vaincrons. Aujourd'hui, nous voyons que ce peuple burkinabé est un peuple qui meurt pour sa patrie. Et nous mourons pour des intérêts égoïstes personnels, pas pour la patrie. C'est pourquoi moi, chaque fois, je dis que le combat du Mali n'a pas encore commencé. Le jour où nous allons mettre le Mali au cœur, nous allons faire du Mali notre véritable et vrai combat, ce jour-là, les Maliens vont se parler et les Maliens vont s'écouter. Et cette paix, tant attendue par tous, nous allons l'obtenir. Ces frères égarés dont j'ai parlé, c'est des Maliens comme vous et nous. Il y a beaucoup parmi eux qui veulent quitter pour intégrer la société malienne. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas venir? Peut-être qu'ils ont besoin juste d'un petit garantie. Pourquoi on ne cherche pas à aller vers eux? Essayez de savoir ce qui les pousse à prendre les armes. Essayez de savoir pourquoi ils se laissent manipuler, berner par d'autres pour venir tuer leurs frères, pour venir mettre en difficulté leur propre pays.
de grâce. Je dis aujourd'hui, nous avons besoin de véritable réconciliation. Chaque chose qui passe, on dit c'est la faute de l'autre. Mais il est très bien et très digne de reconnaître que ce n'est pas que l'autre, mais c'est nous tous. Si le jour où nous aurons le courage de nous assumer et de dire que j'ai fauté, je présente mes excuses au peuple malien. J'ai fauté, je présente mes excuses à la patrie malienne. Et pour aller sur de nouvelles bases, à aller vers les autres frères à parler. Ce n'est pas du tout difficile ou ce n'est même pas un problème, ce que nous vivons aujourd'hui pour essayer de résoudre. Les frères qui sont là, les politiciens qui sont en exil, ceux qui sont en prison pour d'opinion et autres, tout ceci, on ne peut pas se réconcilier tant que nous ne discutons pas avec ceux-ci, tant que ceux-ci ne viennent pas autour de l'édifice public, le Mali. Aujourd'hui, l'union sacrée ne peut pas se former autour de la République sans qui que ce soit. Toutes les filles, tous les fils, de toutes les ethnies, de toutes les communautés, peu importe l'âge, sont invités aujourd'hui à y prendre part. Tant que nous ne serons pas ça, nous ne faisons pas ça, essayer d'être ce que la devise malienne dit, qu'on soit un peuple, qu'on ait un but, qu'on ait une foi. Tant que nous ne nous travaillons pas pour être cela, je crois que ce n'est pas du tout facile que nous soyons. Les petits intérêts ou les petites divergences là, mettons ça à côté. Après la stabilisation du pays, nous aurons le temps de nous rendre ces petits différends, de rendre les petits règlements de compte pacifiquement, M. Monoko. Oui, à ce niveau, je vais un peu retourner à Seydou Diawara pour poser cette même question, mais avec cette dimension qu'il avait touchée. Vous avez déjà parlé tout à l'heure des valeurs africaines que nous avons. Et il a également dit, Eric l'a dit, M. Touré a bondi dans le même sens. Évidemment, c'est vrai. L'Afrique a des valeurs. On a nos traditions, on a nos réalités. Les cousinages en plaisanterie ou les lignages ou même des trucs d'alliance, ça existe un peu partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, moi je suis Dida par exemple, Ivoirien Dida. Si quelle que soit la nature de mon problème, quand un abbé va me dire c'est fini, il n'y a pas de débat. Quand un atier vient, je suis fâché, quelles que soient les cornes, et dit c'est fini, c'est fini. Et si un atier est dans un village qu'il y a un mort, tant que lui ne donne pas ordre, on ne peut pas l'enterrer. Donc c'est pour dire que l'Afrique a des valeurs. Pourquoi on n'a pas recours à ces valeurs? Alors, M. Seydou Diawara, vous l'avez évoqué, mais qu'est-ce qui fait que ça échoue, les réconciliations échouent en Afrique? Pourquoi? Surtout le cas du Mali, ce n'est pas une première édition, on est à une 4e édition. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait échouer? Parce que, qu'est-ce qui fait échouer? Quand vous parlez comme ça, je vais dire l'école. Parce que nous devons mettre toutes ces choses-là dans le système éducatif. Oui. Il faut qu'on sache qui nous sommes, d'où nous venons. Donc voilà les deux questionnements. Donc, si tu sais déjà d'où tu viens et qu'est-ce qu'il faut, qui tu es, donc dès que tu connais ça déjà, tu sais où mettre les pieds. Même le mariage. Aujourd'hui, s'il y a un problème entre deux personnes, si vous partez voir le chef de quartier ou le chef de village, le mari vient ou la femme vient, donc lui, le chef de quartier, il est censé connaître les chefs de famille. Même s'il ne le connaît pas, les conseillers sont là. Ils peuvent aller démarcher la personne, maintenant appeler celui qui a démarché. Maintenant, et tous vont venir chez le chef de village et le chef de quartier. On peut trouver une formule avant d'arriver au tribunal. Donc le tribunal, ça ne vient pas de chez nous. Donc tout ça là, c'est pourquoi quand il va au tribunal, tous les jours où il y a les divorces, normalement, si on prenait nos coutumes et traditions, celui qui a démarché la femme, il doit être au tribunal. Parce que c'est toi qui es parti avec le coulant. Mais pourquoi on n'interpelle pas ces gens-là? Il y a le fourniéron, il y a Frousra Taramala. Donc, eux tous devraient être devant le juge. Oui. Maintenant, est-ce que vous êtes au courant que ces deux-là sont en querelle? Oui. Bon, donc, lui va dire, lui, il ne sait pas. Il y a le Djeliba aussi, il va dire, bon, donc, moi, je pense que pour aujourd'hui, on suspend le temps. Donc, on va régler ça d'abord. Si on n'arrive pas à régler, on revient ici. Voilà. Est-ce que vous avez une fois vu ça au tribunal? Non. C'est normal, on doit mettre dans le papier. Oui. Donc, deuxième problème, ça c'est la corruption. Donc, si quelqu'un se voit agressé par l'autorité,
souvent il peut se rebeller contre le pays. Oui. Donc il faut lutter contre la corruption. Oui. Parce qu'un pauvre qui n'a pas d'autre ici, il peut se retourner contre le pays. Oui. Donc il faut revoir ça. La justice, il faut que la justice soit claire entre les gens. Oui. Donc il faut entre les citoyens. Vous pensez que un rebelle qui a tué mon frère, il n'y a pas eu de justice. Moi, pour que je puisse pardonner, ça, ce n'est pas facile. Donc, en ce moment, il faut revoir tout ça. Ceux qui ont fait du mal doivent être jugés et demander pardon. Le pardon est accepté au Mali. Donc, il faut voir tout ça. Donc, quand tu regardes aussi l'organisation de nos communautés, au Mali, le Mali, c'est un pays qui est très riche en matière traditionnelle. Donc, nos communautés, là, il faut les mettre à leur place. Il faut les organiser. Il faut leur donner plus de valeur. Comme le gouvernement de la transition a si bien fait. Donc, aujourd'hui, nos chefs de quartier, nos chefs de village, ils sont respectés par l'État. Maintenant, ils ont même attribué des signes significatifs pour qu'on sache que telle personne est chef de quartier ou chef traditionnel. Donc maintenant, ces personnalités-là, donc quel accompagnement il faut pour eux aussi? Parce qu'eux aussi, ils comptent dans la réconciliation. Oui. Parce qu'ils se connaissent dans le village. Maintenant, dans la communauté aussi, c'est des personnes à qui nous, on fait confiance. Donc il faut prendre ça en compte. Donc maintenant, la création aussi des industries au niveau de nos régions. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, les gens sont frustrés. Donc les femmes ne gagnent pas, l'homme ne gagne pas. Donc si dans la maison, il n'y a rien dans le marmite, souvent ça peut créer des problèmes. Donc l'autre est dans la rébellion, sa femme peut dire, mais toi là, toi tu dors ici tout le temps, l'autre est dans la rébellion, il gagne l'argent. Le mari aussi peut sortir. Oui. Donc il faut voir tout ça là, l'économie. Donc il faut tout faire pour que nous soyons un pays producteur, même si on ne fabrique pas les avions, les missiles, les trains, les armes, mais on peut transformer nos produits agricoles. Donc voilà des idées que l'État doit faire. Parce que quand tu regardes les autres pays, ils se développent par quoi? Ils sont reconnus par quelque chose. Nous, on est reconnus dans quoi? Nous sommes premiers dans quoi? Le coton? Bon, le coton, on ne mange pas le coton. Le coton, c'est pour créer la pauvreté. Donc, quelqu'un qui doit aller travailler dans le champ de riz, ou dans le champ de maïs, ou dans le champ de sorgho, ainsi de suite, donc lui va se retrouver dans le coton. Au moment, quand l'hivernage va partir, qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas manger quoi? Donc maintenant, les Blancs, ils ont subventionné le coton. Ils ont mis beaucoup d'argent dans le coton. Ils amènent l'engrais, ils donnent l'argent. Donc on nous désoriente de l'agriculture normale, ce que nous mangeons, ce que nous consommons, vers le champ de coton. Alors que les Blancs ont des cotons. Les gens pensent qu'ils ne cultivent pas, ils ont tout. Mais ils nous orientent maintenant dans le coton. Et nous allons souffrir au moment... Et qu'on doit manger, sans moment qu'on va penser qu'il y a le coton il ne vient pas avec l'argent à temps. Donc les cotons cultivateurs là aussi, ils sont fâchés et fatigués pendant qu'ils attendent leur argent. Donc moi je pense que l'État doit revoir tous ces secteurs-là et même construire une usine d'engrais au Mali. Chaque année on dit, bon, l'État va subventionner. L'État subventionne, c'est quelques personnes qui prennent l'argent. Et les villageois ne gagnent jamais l'engrais. L'engrais, souvent, c'est à 35 000 francs le sac. Donc, tout ça là, les villageois, il n'a pas d'autre revenu, ce n'est pas son champ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi moi, je dis, dans les grandes villes là, les gens ont le courant, ils mangent bien, ils travaillent, ils se défendent très bien. Mais dans les villages, là, tu quittes le champ, tu vas dormir, tu n'as même pas de tracteur. Alors qu'avant là, les grandes familles, ceux qui avaient moins de 20, 30 personnes dans leur famille, et ils avaient 100 hectares, 20 hectares, ils cultivaient parce qu'il y avait les hommes. Maintenant, les enfants, ils vont dans les damandas. Bon, leur paillage est traditionnel. Ouais. Donc, ces jeunes-là vont là-bas. Toi, tu as des enfants, tu penses qu'ils vont aller au champ, mais ils vont se retrouver dans ces localités-là. Donc, il y a d'autres qui vont prendre la mer pour aller à l'Occident. Donc, tous ces jeunes-là peuvent apporter de l'argent au pays. Bon, donc moi je pense que quand on parle de la réconciliation, il faut aussi parler de la richesse, il faut parler de l'argent, il faut parler de la création d'emplois. C'est pourquoi tout le temps je le dis, il faut créer au moins 20 villages agricoles au niveau de chaque région du Mali. Si l'État parvient, aujourd'hui les sortants de Katibougou, les gens qui ont fait IPR de Katibougou, on peut les prendre et créer des villages agricoles.
Eric, lui, fait la pomme de terre. Même Eric, même si les journalistes, on le transforme en agronome. Donc, il va aller dans le champ. Donc, il va faire pomme de terre, on lui donne 2 milliards comme budget de fonctionnement. Il fait la pomme de terre. Donc, lui, il va faire le riz. Donc, ainsi de suite, quand on crée 20 villages dans chaque région, ces jeunes, les femmes qui sont là-bas, qui ne travaillent pas, peuvent aller dans ces champs-là et travailler. Et ça va apporter de l'argent et la stabilité va venir. Dans les villages, là, on égorge les moutons. Personne n'a 1000 francs pour aller payer la viande. Ça, c'est quoi? On dit, nous sommes les mêmes citoyens, mais dans mon village, moi, je n'ai pas l'argent pour payer viande, je n'ai pas le courant, mais on dit, nous sommes tous les mêmes citoyens. Ça, c'est faux. Quand on dit un peuple habite une fois, il faut que tout le monde mange les riz avec viande, il faut que tout le monde ait le courant. Et ainsi de suite, on doit songer à ça. C'est ça un État. Tout le monde doit bénéficier de l'État. Que tu sois petit ou grand, ou bien tu sois dans un amour, mais tu dois gagner, comme tout le monde. Quand on te paye bien, il faut que nous aussi, dans le village, on ne nous paye pas, mais on doit nous donner des tracteurs. Parce que ce n'est plus les daba qu'on va cultiver, ou les houes qu'on va cultiver dans le champ. Ça, c'est dépassé. Donc, quand le monde évolue, il faut évoluer avec le temps. Donc, la réconciliation, le monde a dépassé ça. Donc, on doit tout faire pour mettre les gens au travail et organiser le peuple, la communauté. Bien. Nos traditions, là, il faut les respecter. Merci. Les traditionnalistes, surtout. Merci beaucoup parce qu'on a des contraintes de temps et on va aussi toucher l'autre partie de notre sujet de réflexion. Mais d'ici là, Eric, et vous avez été au cœur, je dis encore au cœur des grands événements, au cœur des grandes réflexions, parce que vous êtes un interprète, un éminent interprète, personne ne peut le nier. Alors, ça fait plusieurs tentatives, je dirais, plusieurs éditions. Nous sommes à une 4e édition. Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque la réconciliation suppose l'intégration de toutes les couches socio-économiques, tout le monde, que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, tout le monde doit être intégré et se retrouver autour du but commun qui est la nation malienne, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde a en commun, c'est le pays que tout le monde a en commun. Mais pourquoi ça ne bouge pas, Eric? Encore une fois, merci M. Monoko. Merci aux camarades Martin Diawara et à M. Mamata Touré. Vous avez dans ce studio, il y a un bel exemple de réconciliation. Si la partie technique le permet, je vois la photo des militaires, toutes compagnies confondues. Nous avons des bérets verts, des bérets rouges, la garde nationale et l'armée de l'air. C'est un exemple de réconciliation. L'armée doit se réconcilier entre elles d'abord. Une armée réconciliée, c'est toujours une armée forte. Ensuite, nous qui sommes les nationaux, nous qui sommes les enfants de ce pays, comme il a si bien dit, le pays de Sundiata, le pays de Babemba, le pays de Firoun, j'en passe. Nous sommes tenus par des valeurs séculaires. Et ces valeurs ne doivent en aucun moment être ignorées ou piétinées. Aujourd'hui, nous avons des chefs traditionnels qui sont là. Nous avons des chefs religieux qui sont là. Quel rôle ces communicateurs traditionnels, ces notabilités ou ces responsables religieux sont en train de poser comme jalon pour non seulement aider le gouvernement qui a fait des efforts. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle encore une fois, quand j'étais en service dans cette auguste Assemblée nationale du Mali, l'État malien consacrait plus de 56% de son budget spécial d'investissement uniquement alloué aux régions du Nord, pour le développement des régions du Nord. Pendant ce temps, la région de l'Ouest, de Caille, qui avait les mêmes réalités climatiques que le Nord, c'était une région où seuls les expatriés contribuaient à hauteur de souhait. Ce qu'ils apportaient au Mali était plus que l'aide au développement. Comme M. Martin est en train
enfin rentrer un peu dans l'économie comme étant la base, la solution pour la réconciliation, c'est à deux niveaux. Réconciliation entre nos frères égarés du Nord, du Centre, et réconciliation entre les leaders, les hommes politiques. Là, on ne peut pas s'en passer. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons une constitution. Et dans cette constitution, il y a certaines libertés individuelles et collectives qui doivent être garanties. C'est la condition sine qua non pour une véritable réconciliation. Et au-delà de ça, ça va nous mener vers la stabilité. S'il y a la stabilité politique, il y aura certainement la stabilité économique et via la stabilité sociale. Socialement, si on est divisé, politiquement, vous avez vu ce qui se passe. Et socialement, politiquement, et le reste c'est quoi? Le chaos. C'est le chaos. C'est la catastrophe. Que Dieu nous en garde. Donc aujourd'hui, nous voyons que l'État a consenti beaucoup d'efforts, encore une fois je le dis. Il y a eu la commission justice, vérité et réconciliation. Il y a eu plusieurs rapports de ces commissions. Comment les gens peuvent se réconcilier, comme ils l'ont si bien dit, vous l'avez tous dit, après qu'il y ait des tueries, destruction de monuments, destruction de biens. Nous avons vu récemment les usines dans la région de Caille, d'autres usines dans la région de Ségou ou de Nyono. Comment une plaie peut se guérir sans être soignée, sans enlever les pus? Cela va être difficile. C'est mettre la terre sur l'herbe. Maintenant, il faudrait qu'il y ait la vérité, qu'il y ait encore la justice. Et ensuite, nous allons vers la paix. On va se réconcilier. Mais sans exclusivité aucune. Tout le monde doit être inclus. Aujourd'hui, en tant que digne fils de ce pays, moi personnellement, je suis prêt à aider ces autorités avec des propositions concrètes allant dans le sens de la réconciliation, de la médiation entre les Maliens. Mais il faudrait quand même laisser à chaque Malien le minimum. C'est quoi? La parole, la liberté d'expression. La parole, elle est d'or. La parole, c'est comme des galettes. Certes, si on en prend une, il y a d'autres qui sortent sa tête. Jusqu'à ce que ça finisse. Tu connais les galettes, le taux africain là, le taux d'Ogon là, n'est-ce pas? Donc la parole, c'est comme ça. Souvent par inadvertance, des leaders politiques peuvent glisser. Mais si on ne pardonne pas les gens qui ont juste commis une petite glissade, ceux qui ont tué, nous allons les pardonner, nous allons les intégrer dans l'armée, dans la fonction publique. Est-ce que là, il n'y a pas une discrimination? En son temps, quand ils ont intégré dans les années 94, je crois, avec le pacte national et les différents mouvements, groupes armés au sein de l'administration de l'armée, on disait une discrimination positive, sans concours. Et pendant ce temps, mais M. Monoko, ça je vous l'ai dit, hein, rien ne peut justifier de prendre des armes contre son pays, contre son frère d'un même pays. Rien ne peut justifier. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas la conjoncture. Mais, comme je l'ai si bien dit et tout le temps, il y a des forces obscures qui sont souvent lointaines et qui tirent les ficelles. C'est à nous maintenant de savoir. Aujourd'hui, moi je suis malinqué. Ma maman est Peul. Ma grand-mère maternelle est Soninké. Moi je suis quoi? Malinqué, si c'est le patriarcat, mais je ne peux pas me dédier d'être des Peuls ou des Soninké. Malgré que les Soninké, ce sont mes cousins à plaisanterie, mais moi-même, mon cousinage à plaisanterie n'est pas aussi dur que ça.
Un exemple aussi, le petit qui est le jeune homme, le président, à ma gauche. C'est le président, Martin. Parti Lumière pour l'Afrique en son temps. Bien vrai que ça n'existe plus. C'est un petit Sonigué. Mais ça fait plaisir. Lui, c'est un petit Maïga. Super. On peut se taquiner, on peut se bousculer, mais à la sortie, on se félicite. On ne prend pas des armes. Voilà. On se donne des accolades. On ne se tue pas. Il faut que le Mali retrouve son unité d'antan. Il faut que le Mali retrouve son unité d'antan. Je suis très content que vous ayez fait une telle conclusion. Nous allons donc, pour le petit moment qui nous reste, on devrait attaquer deux sujets, hein, l'insécurité dont on parle aujourd'hui, et peut-être en une minute, en quelques minutes pour ça, avant de parler l'autre point qui est celui de la désinformation, la communication et autres. On ne peut pas ne pas parler aujourd'hui parce que s'il y a aujourd'hui une plaie dans nos sociétés africaines, c'est aujourd'hui l'explosion des communicants de toute nature, l'explosion des informateurs de toute nature. On ne sait plus qui fait quoi, qui dit vrai, qui ne le dit pas. Mais avant d'en arriver, l'insécurité fait rage, l'armée saigne. L'armée fait tous les efforts pour contrer, pour neutraliser, pour, si vous voulez, même dévier certaines attaques et autres. L'armée, c'est chaque citoyen, qu'elle soit armée du Mali, du Togo, du Zaïre, du Gabon. L'armée, c'est chaque citoyen qui s'y retrouve. Et quand un militaire tombe, c'est la douleur profonde pour chaque citoyen. On doit tous en avoir conscience. Paix à leur âme. Amen. Prompt rétablissement aux blessés. Amen. Et courage aux familles endeuillées. L'insécurité, ça vous dit quoi dans ces derniers temps? Monsieur Monoko, aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de nous, tout ce qui vole autour du Mali, c'est l'insécurité. On est tellement angoissé, on ne sait même pas ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. Chacun dort avec la peur et chacun se réveille avec la même peur. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là à se réjouir à voir leurs frères militaires tomber, ceux qui se réjouissent de voir les armes de leurs frères militaires emportés, on les interpelle juste pour leur dire d'avoir un peu, le minimum de cœur, de savoir que ces jeunes qui tombent sur les champs de bataille, c'est des jeunes qui ont prêté serment, qui ont osé sacrifier leur vie et tout ce qui les est cher pour aller se battre, pour défendre l'intégrité du territoire, sécuriser les personnes et leurs biens. Ils viennent d'une famille, ils sont issus d'une famille, ils aiment bien vivre que nous tous. Aujourd'hui, chacun de nous, comme vous l'avez si bien dit, doit se mettre en tête qu'il est un soldat. Pas qu'en période de crise, mais de tout le temps. Ceux qui ont la plume, c'est des soldats. Ceux qui ont le micro, c'est des soldats. Ceux qui ont les caméras, c'est des soldats. Ceux qui ont les armes même, c'est des soldats. Ceux qui ont même la bonne foi, la bonne volonté d'accompagner ceux-ci en leur donnant le sachet d'eau ou bien le minimum de choses, ils ont contribué en leur manière. Aujourd'hui, ce qui se passe chez nous dépasse tout entendement. Le Mali n'a jamais vécu ça. C'est pourquoi moi je dis qu'aujourd'hui, le Mali traverse le moment le plus sombre de son histoire. Et chaque Malien aujourd'hui doit se ressaisir à faire la bonne communication autour de cela. À voir que c'est lui qui est en guerre. C'est lui qui est en train de tomber. C'est lui qui est en train d'être blessé, victime, d'être éloigné de sa famille. Que chaque Malien sache que les larmes de ces femmes qui ont perdu leur époux, les larmes de ces enfants qui ont perdu leur papa, les larmes de ces pères et de ces mères qui ont perdu leur fils, c'est des Maliens comme vous et nous. Ils ont droit à quelque chose qui est la vie. Donc ne voyons pas nos frères soldats militaires qui sont sur le front comme des personnes
qui doivent mourir parce qu'ils ont opté pour. On doit les protéger, ils ne doivent pas mourir comme ça. Même s'ils meurent sur le champ de bataille, armes en main, que nous sachions qu'ils sont encore là avec nous, parmi nous et sur les remparts. Aujourd'hui, si on doit saluer quelqu'un dans ce pays, ce sont ses frères et ses sœurs qui ont osé prendre les armes pour aller faire face à ses ennemis, dont on ne connaît pas leur identité. C'est des frères qui sont avec nous, parmi nous, qui font tout avec nous et qui, au retour, prennent les armes pour nous tirer au dos. C'est pour cela que je dis que nos frères militaires qui sont sur le front, jamais on ne les verra que la balle les atteigne au dos, parce qu'ils ne vont jamais fuir pour faire dos à ses ennemis. Donc, ils font face à ses ennemis. S'ils doivent tomber, ils vont tomber avec leur honneur, leur dignité, leur intégrité, leur loyauté et le flambeau Mali en main, toujours haussé au sommet de tout. Le Mali ne tombera jamais tant que ces hommes et ces femmes déterminés et aguerris sont là et qu'ils osent jusqu'à présent que nous soyons des accompagnants pour eux, que nous prêtons attention et contribuons au développement de leur famille et en aidant leurs enfants, leurs femmes, leurs papas, les soutenir moralement, financièrement comme nous pouvons faire. Je dis bravo à ces dignes fils et filles du Mali qui ont osé, et la victoire est au bout de l'effort. Ils vaincront, Inch'Allah. Alors, mon frère Martin Seydou Diawara, il faut préciser, ceux qui tombent, c'est des frères. C'est comme vous, c'est comme moi, comme il a si bien dit, l'armée, dans tout pays, c'est le socle, c'est le dernier levier. Et c'est en même temps la fierté, parce que c'est elle seule qui peut garantir le fait qu'on dorme tranquillement dans nos maisons. Sans armée, on est tous morts. On va nous prendre comme des poulets, un à un. Cette douleur, comment vous la partagez? Voilà, merci pour la question. Je pense que qui parle de l'armée doit se poser des questions d'abord. Aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes pour nous défendre, qu'est-ce que je peux les apporter? Ça, c'est la première question que chaque citoyen doit dormir et se lever avec. Les terroristes, ils sont dans quelle maison? Ils sont logés dans quel bâtiment? Ils sont logés où? Comment informer l'armée? En cas si tu les vois dans les brousses ou tu les vois dans une maison, comment informer? Est-ce que tu dois sortir pour taper ta poitrine pour informer l'armée? Non. Est-ce que tu dois faire des vidéos pour dire que moi j'ai vu un rebelle ici ou un groupe armé qui est contre la République? Est-ce que tu dois faire des vidéos pour faire cela? Non. Il y a des canaux où tu peux passer informer. Ça peut être le numéro vert. Voilà, les numéros verts, ça peut être les chefs de village, ça peut être les enseignants, ça peut être la gendarmerie, la police, ainsi de suite, pour que l'information soit remontée à la source. Ça, c'est un homme averti. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'armée et qui connaît qui il est. Qu'est-ce que je peux apporter à l'armée? Voilà ce que tu peux apporter à l'armée. Parce que l'armée, ce n'est pas le fer, c'est les hommes comme nous. Ce sont nos frères, ce sont nos pères, ainsi de suite, ce sont nos mamans. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour les protéger? Maintenant, ceux qui utilisent souvent des mots dans les grains ou dans la ville, dire que comment ça peut arriver, on a des drones, on a des avions, on a ceci, on a cela. Ça, ce n'est pas une guerre entre le Mali et un autre pays. Si c'était ça, la guerre est finie il y a longtemps. Mais ça, c'est une guerre qu'on appelle guerre asymétrique. On ne sait pas quand est-ce que l'ennemi vient. Si je vous dis aujourd'hui, le combat de Bourkessou, ils ont envoyé plus de 15 drones. Parce que les drones, c'est des trucs qui sont téléguidés à distance. Donc comment les drones peuvent rentrer dans un caserne
et que les militaires peuvent attraper ces drones-là si ce n'est pas les radars. Donc, souvent, ils envoient des drones et même ils foncent après l'attaque des drones. Ce n'est pas facile souvent de contenir. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le temps à l'armée. Il faut les accompagner, malgré qu'il y a des difficultés. Il faut foncer, il faut les encourager, il faut les pousser. Il faut montrer que même si vous n'êtes pas là, on est prêt à vous accompagner. On est prêt à prendre des armes pour vous soutenir. Donc, il faut que chaque citoyen mette ça en tête. Et c'est pourquoi dans la Constitution, on nous a dit clairement qu'il y aura un moment où l'armée peut avoir besoin des citoyens et nous devons être prêts pour faire ce combat-là. Maintenant, ceux qui critiquent le système de l'armée, donc, ils doivent s'entendre qu'un jour, ils vont revenir dans leur pays, le Mali là. Les hommes peuvent partir, mais les enfants peuvent venir. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, demain, ça peut rattraper ton enfant. Donc, il faut revenir dans la famille et soutenir ton pays. Pas l'armée. Je ne vous interromps pas, mais la question serait aussi pour vous tous, hein, ça, rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de confusion entre l'armée, qui a une mission régalienne, et les militaires au pouvoir, qui sont des hommes politiques qu'il peut critiquer? À ce moment-là, est-ce que les citoyens, beaucoup de citoyens ne font pas une telle confusion? Parce que quand vous critiquez tout de suite un pouvoir en place, et puisque si c'était un civil, on aurait vu la différence. Mais il y a d'un côté ceux qui gèrent la dimension politique, et de l'autre côté, l'armée qui est là, qui ne bouge pas, qui n'est pour personne. Merci. Est-ce que cette confusion n'amène pas tout ça? Ça, c'est une question très intelligente. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça, alors que c'est très normal. L'armée et politique, c'est différent. Donc, un pouvoir politique et un pouvoir militaire, il y a une différence. Pourquoi nos arsenals militaires ont été détruits? Parce qu'il y avait un pouvoir politique. Aujourd'hui, l'armée veut reconstituer. Détruit, comment ça? Les missiles. Où et quand? Où et quand? Toi, tu ne te rappelles pas? Non, c'est moi qui pose question ici, allez-y. C'est moi qui pose question. Lui, il est dans je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Non. Mais je sais quand même que ce qu'il est en train de dire, lorsque les armes qui étaient à Kati, Oui. qui ont explosé. Non, revenons à mon sujet. J'ai dit, est-ce que il n'y a pas... Vous avez dit une chose... Non, la différence. La différence... Vous avez dit une chose qui est très importante. C'est pourquoi je suis allé à ce niveau-là. Que l'armée, à tout niveau, reste républicaine. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Et qu'aujourd'hui, au niveau du Mali, on a d'un côté l'armée et on a d'un côté l'armée politique. Est-ce que ce n'est pas cette confusion, le fait de faire la différence, que les gens ne comprennent pas, qu'en voulant peut-être critiquer le pouvoir politique, est-ce que vous comprenez, s'attaque malheureusement aussi à l'armée qui nie chaque nuit, matin et nuit, oui, ils sont au front. Oui. Donc, on doit faire la différence entre la politique actuelle, gouvernementale, et ce que les militaires font sur le terrain. Oui. L'armée malienne. Voilà, l'armée malienne, ce que l'armée fait sur le terrain, oui, et la politique en place. Voilà. Tu peux critiquer en faisant des propositions. C'est ce que le PM a dit. Le Premier ministre nous a dit clairement. Il dit, faites des propositions en critiquant. Nous, on ne dit pas à quelqu'un de ne pas critiquer, mais il faut des propositions. Maintenant, si tout le monde propose, l'armée, c'est comme nous. Parce que la guerre que nous subissons là, chaque étape, il faut traiter avec le temps. Bien. Aujourd'hui, brûler les je vous comprends, mais on est contraint par le temps. Okay. J'ai compris l'essentiel. Merci, Eric. Oui, moi, évidemment. En quelques minutes, tout de suite, pas trop, parce qu'on est vraiment, on est pris, on a déjà épuisé. Okay. Voilà. Moi, je pense qu'il y a trop d'amalgame dans cette dimension communicationnelle. D'abord, vous avez parlé de communication en temps de guerre, et ensuite l'insécurité. Les deux vont pratiquement ensemble, quoi. Et je pense que c'est comme la théorie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
si les réseaux sociaux devaient desservir et non servir, leur invention aurait servi à détruire. Mais au contraire, nous devons profiter de ces NTIC pour progresser, pour faire du bien. En période de guerre, je pense qu'il doit y avoir des normes, des professionnels de l'information qui doivent relayer l'information uniquement après l'autorité habilitée à donner ces informations. Mais si en même temps qu'il y a le combat, que des gens se permettent, parce qu'ils ont un téléphone ou ils ont un site web, à divulguer l'information, ça sème la terreur et la psychose au sein de la population. Et vous savez, en période de guerre, il y a trop de propagande. Souvent, des propos mensongers qui ne sont pas vrais, souvent des images truquées, alors c'est très difficile. Ça peut saquer le moral de nos troupes. Ça peut mettre la population en débandade, ça peut créer la confusion, le trouble, le désordre. Il faudrait qu'il y ait des structures pour réguler ces informations. Au même moment où ces informations sont relayées, prendre un mécanisme, un logiciel, soit pour les brouiller en attendant de les mettre à la disposition de la justice, ou en tout cas sensibiliser dans le sens que personne ne puisse, lorsqu'il y a une attaque, filmer sans l'autorité de l'État. Bien, c'est sur cette note toutes mes excuses. On a une contrainte, on a quand même fini le temps qui nous est imparti. C'est triste, mais on va revenir. La prochaine fois, on va relancer le même sujet, on va l'approfondir. Alors, Mamata Touré, j'ai encore un petit souci avec le nom, mais je crois que... Mohamed Mamata. Mohamed, je crois que ces petits soucis, ça sera réglé dans les prochains jours. Et je suis très content que vous ayez encore répondu à notre appel. Merci. Alors, merci d'être venu. Un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est quoi? Comme le Christ l'avait dit, il dit, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ces mêmes gens qui sont en train de combattre l'armée, croyant qu'ils sont en train de combattre ces officiers qui sont là, se trompent. Donc ces officiers qui sont là, ils ne sont pas l'armée, mais ils font partie de l'armée. Ils ne sont pas l'armée, mais ils sont de l'armée. Ils ne sont pas l'armée, mais aujourd'hui, Dieu les a donné la gestion du pays et la gestion de l'armée. Et on doit les respecter pour. Donc ceux qui sont dans cette dynamique d'insulter toute une armée républicaine, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Merci. On va donc penser, pardonner et que Dieu fasse que chacun prenne conscience de dire que l'armée au front ne mérite pas d'être démoralisée. Bien au contraire, celui qui n'a pas le courage de suivre, de les soutenir, de soutenir les forces armées, devrait avoir le courage de se taire. C'est mieux, non? Très bien. Monsieur Diawara, merci d'être venu ici sur le plateau de African TV. Et cette porte vous sera grandement ouverte et on aura toujours besoin de votre présence, surtout que votre première présence ici m'a déjà séduit. Alors, un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est de vous remercier et remercier tous ceux qui n'ont pas eu la chance aussi de nous suivre. Peut-être qu'ils auront la chance de nous suivre prochainement. Et remercier tous ceux qui nous ont suivis aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit soutenir notre pays. On n'a pas deux pays, on n'a que le Mali et on doit le soutenir. Donc je lance un appel à tous ceux qui parlent mal du Mali ou bien qui parlent mal de la gestion actuelle du pays, de contribuer, de les accompagner à travers leurs bonnes idées pour que vraiment ils améliorent aussi leur système de gouvernance. Voilà ce que je voulais dire. Eric, merci, merci pour cette note d'esprit d'apaisement et que chaque Malien comprenne qu'il y a nécessité d'être unis autour du Mali en soutenant l'armée. Merci. Eric? Moi, je soutiens, je félicite l'armée dans toute sa composante. Je les encourage à plus d'efforts. Ensuite, aux frères égarés,
de prendre conscience, de s'arrêter et de venir discuter entre Maliens. Aux autorités actuelles de créer des caniveaux pour réellement réconcilier les Maliens entre eux. Merci à vous tous. C'est sur cette note, ou bien pour ne pas dire ces notes de bonne foi, appelant que tous les Maliens se retrouvent autour du Grand Mali et que la réconciliation intègre la participation de tout le monde et que chaque Malien se sente désormais concerné, que vous n'avez qu'un seul pays qui mérite d'être soutenu et que l'armée mérite le soutien, l'accompagnement de tous et que celui qui n'a pas à soutenir et qui ne voudrait pas soutenir, il serait quand même mieux qu'il se taise que de dire ce qui n'arrange pas, parce que l'armée n'a vraiment rien à voir de la dimension politicienne. Sur ce, merci d'avoir encore accepté d'être des nôtres. Votre présence sur cette nouvelle chaîne, African TV, nous a séduits, nous a convaincus et nous souhaiterions toujours être à votre compagnie. Modestement, avec des sujets qui vont être décryptés par des experts que nous appellerons pour vous. Une fois de plus, merci et à bientôt. Merci.